Heitor, non cria Vénitius Drummond alors que son fils de 4 ans lui arrachait la main et, poursuivant un Golden Retriever, courait droit vers la route. Une Porsche dévalait l'avenue à toute vitesse. De l'autre côté de la rue, Luana Fernandez laissa tomber ses sacs de course par terre. Sans réfléchir une seconde, elle se jeta à travers la circulation. Les voitures se klaxonnaient tout autour. Ses baskets martelaient lourdement l'asphalte chaud. La Porsche n'était plus qu'à quelques mètres d'Heitor. Au moment où Luana s'élança, attrapant le garçon et roulant sur le côté avec lui, la voiture freina brusquement, fit une embardée et percuta un lampadaire. Le fracas fut assourdissant. Des étincelles jaillirent dans l'air et les lumières s'éteignirent dans toute la rue. Luana était allongée sur Heitor, le protégeant de son corps. Ses mains étaient écorchées par l'asphalte, son genou saignait, mais le garçon était indemne. « Tout va bien, mon petit. Tu es en sécurité maintenant, murmura-t-elle en écartant les cheveux de son visage. Vénitius, fou de peur, accourut. « Mon Dieu, Heitor, tu vas bien ?» Mais il entendit alors des mots qui lui glacèrent le sang. « Merci, maman. Papa au ciel a dit que tu viendrais me sauver. » Heitor serra Luana dans ses bras comme s'il l'avait connue toute sa vie. Vénitius se figea. Une parfaite inconnue avait risqué sa vie pour son fils, et maintenant, Heitor l'appelait « maman ». « Excusez-moi, il vit sans sa mère depuis 2 ans, balbutia Vénitius. Luana sourit à travers la douleur, serrant toujours Heitor dans ses bras. « Ne vous excusez pas. Je m'entends bien avec les enfants. Comment vous appelez-vous ?»« Luana Fernandez. Je suis Vénitius Drummond, et voici Heitor. » Une foule s'était rassemblée. Quelqu'un cria qu'une ambulance avait déjà été appelée. Le conducteur de la Porsche sortit, demandant nerveusement si tout allait bien. « Vous devez aller à l'hôpital, vous saignez, » dit Vénitius. « Ce n'est pas la peine, ce ne sont que des égratignures. J'insiste, c'est à cause de mon fils. » Heitor, assis dans les bras de Luana, jouait avec une mèche de ses cheveux. « Maman, tu vas rester avec moi maintenant ?» Luana regarda Vénitius, ne sachant que répondre. La sirène de l'ambulance approchait. Pourquoi l'enfant a-t-il appelé une parfaite inconnue maman, juste après qu'elle l'était sauvée ? À l'hôpital, pendant qu'une infirmière soignait les blessures de Luana, allongée sur une civière aux urgences, Heitor ne la quittait pas d'un pas, lui tenant la main. « Pas besoin de point de suture, mais ça fera mal pendant quelques jours, » expliqua l'infirmière. Vénitius s'approcha. « Je veux payer tous vos frais médicaux. »« Ce n'est pas nécessaire, monsieur Drummond. N'importe qui à ma place aurait fait la même chose. » Une médecin s'approcha d'eux avec une tablette. « Nous avons besoin de vos informations. Où travaillez-vous ? » « Je suis femme de ménage dans l'immeuble d'affaires central. » Vénitius fronça les sourcils. « Dans l'immeuble central ? Mon entreprise s'y trouve, au 20e étage. » Luana rougit. « J'y travaille depuis 2 ans, du mardi au vendredi l'après-midi. Comment se fait-il que je ne vous ai jamais vu ? Je nettoie les étages du bas vers le haut. J'arrive au 20e en dernier. » Heitor tire la chemise de son père. « Papa, je la connais. C'est la dame au chiffon bleu. Elle lave toujours le sol avec un chiffon bleu. Je lui ai parlé quand Tati et Regina dormaient. » Vénitius se figea. « Vous avez parlé avec Heitor au bureau ?» Luana baissa les yeux. Parfois, il apparaissait dans le couloir, la nounou somnolait à la réception. J'ai juste discuté un peu avec lui. Il avait l'air si seul. « De quoi parliez-vous » Il posait des questions sur sa maman. Je lui répondais qu'elle était au ciel et qu'elle veillait sur lui. Heitor hocha la tête. Tati Luana a dit que maman est devenue une étoile et qu'elle envoie des anges pour veiller sur moi. Le cœur de Vénitius se serra. Comment n'avait-il pas remarqué ces conversations ? « Combien de fois avez-vous discuté ?»« Environ 10 fois au cours des derniers mois. Il demandait toujours si je reviendrais. Et vous êtes toujours revenu. Je ne pouvais pas le décevoir. » Dans la voiture, Vénitius observait Luana dans le rétroviseur. Il y avait quelque chose de spécial en elle, une sorte de bonté sincère. « Puis-je vous poser une question personnelle ?»« Oui. Avez-vous des enfants ?» Un lourd silence s'installa. Luana regarda par la fenêtre. « J'ai eu un enfant, mais il est devenu un ange. » Heitor ne comprit pas, mais Vénitius comprit tout. Ils avaient tous les deux perdu un être cher. Le destin semblait les avoir réunis à travers un enfant qui avait besoin d'amour et une femme qui en avait à revendre. À 7 heures du matin, le téléphone de Vénitius sonna. C'était Yolanda Abreu, sa belle-mère. « Vénitius, il faut que je te parle d'urgence. »« Bonjour Yolanda, qu'est-ce qui se passe ?»« J'ai appris que mon petit-fils a failli mourir hier, et tu ne m'as même pas appelé. » Vénitius soupira, il s'en doutait. « Heitor va bien, c'était juste une frayeur. »« Juste une frayeur ? On m'a dit qu'une inconnue l'avait sauvé. Qui est-elle ?
C'est une employée de notre entreprise, Luana Fernandez. Quelle employée? La femme de ménage. Un silence glacial s'installa au téléphone. Une femme de ménage, Vénitius, et Aitor l'a appelée d'une certaine façon. C'était juste sous le coup de la peur. Ne change pas de sujet, mon petit-fils a appelé la femme de ménage, maman. C'était une situation très émouvante. Et où étais-tu quand il a couru sur la route? Un sentiment de culpabilité envahit Vénitius. Je lui tenais la main, tout s'est passé en quelques secondes. J'arrive. 2 heures plus tard, Yolanda fit irruption dans la maison tel un ouragan. À 62 ans, c'était une femme imposante, toujours vêtue de vêtements coûteux et avec une posture autoritaire. « Où est mon petit-fils ? Il est à la maison. » Et cette femme, Luana, est aussi rentrée chez elle. Yolanda s'arrêta devant Vénitius. « Tu te rends compte de ce qui se passe ? Une femme de ménage a sauvé mon petit-fils et maintenant il pense qu'elle est sa mère. Elle a sauvé la vie d'Aitor. Nous devrions lui être reconnaissants. » Reconnaissant? Tu ne vois pas à quel point c'est dangereux? Une inconnue s'insinue dans la confiance de notre famille. Elle ne s'est pas insinuée. C'était une coïncidence. Une coïncidence? Pas du tout. Ces femmes sont rusées et savent profiter de l'occasion. Quelles ces femmes, Yolanda? Les opportunistes. Au cours des 2 dernières années, je t'ai présenté 3 jeunes femmes merveilleuses. Béatrice Saldagna, Patricia Lacerda, Marcia Fantinelli. Toutes de bonne famille, et tu les as toutes rejetées parce que tu n'étais pas prêt. Pas prêt pour une femme de ton milieu, mais prêt pour une femme de ménage, c'est ça. Pourquoi travaille-t-elle justement dans ton immeuble? Pourquoi s'est-elle retrouvée dans la rue à ce moment précis? Trop de coïncidences. Elle y travaille depuis 2 ans, et tu ne l'as jamais remarqué. Mais maintenant, elle apparaît soudainement en sauveuse. Quand ils entrèrent dans la maison, Aitor demanda à son père où était maman Luana. Yolanda s'accroupit devant son petit-fils. Aitor, depuis quand parles-tu avec Tati Luana? Depuis qu'elle a commencé à faire le ménage à l'étage. Et de quoi parliez-vous? Elle me demandait si j'étais triste. Je répondais que oui. Alors elle disait que maman envoyait des anges pour veiller sur moi. Et tu y croyais? Bien sûr. Elle a dit qu'un jour, un ange spécial apparaîtrait, juste pour moi. Yolanda regarda Vénitius. Quand a-t-elle dit ça? Il y a 1 semaine. Elle a dit que j'aurais bientôt une nouvelle maman et que je serais très heureux. Vénitius sentit son sang se glacer. Comment Luana avait-elle pu dire une chose pareille 1 semaine avant l'accident? Yolanda fixa son gendre du regard. Tu penses toujours que c'est une coïncidence? Elle a préparé mon petit-fils pendant des mois et tu ne vois pas qu'on te manipule? Le lendemain matin, Vénitius ne pouvait chasser les paroles d'Aitor de son esprit. Comment Luana aurait-elle pu prédire qu'il aurait une nouvelle maman? À 3 heures de l'après-midi, il descendit à l'étage où Luana nettoyait le couloir avec un chiffon bleu. « Bonjour, dit-il. » Elle se retourna surprise. « Monsieur Drummond, comment va Aitor? Il va bien, il demande après vous. » Elle sourit, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. « C'est un garçon spécial. »« Oui, Luana, puis-je vous parler? » « Bien sûr. » Ils s'éloignèrent au bout du couloir. « J'aimerais vous faire une proposition. Aitor s'est beaucoup attaché à vous. Que diriez-vous d'un travail à temps partiel comme sa dame de compagnie? Juste pour être avec lui quelques heures quand il vient me voir au bureau. »« Monsieur Drummond, ce serait inapproprié. »« Pourquoi? »« Je suis femme de ménage. Je n'ai pas les qualifications pour m'occuper d'un enfant d'une famille riche. Vous avez quelque chose de plus important, une affection sincère pour lui. Et combien me payeriez-vous? Le double de ce que vous gagnez actuellement, 3 fois par semaine pour 2 heures. Luana réfléchit. Avec cet argent, elle pourrait quitter son minuscule appartement. Je peux y réfléchir? Bien sûr, mais ne tardez pas. Aitor demande de vos nouvelles tous les jours. Cette nuit-là, Luana parla à son amie Talita. Tu te rends compte? Un millionnaire veut me payer une fortune juste pour que je joue avec son fils. Pas exactement. Il s'intéresse juste à toi. Talita, nous venons de mondes différents. Et alors, tu as sauvé son fils? Tu aimes l'enfant? Je l'adore. Aitor me rappelle. Luana s'interrompit. Il me rappelle mon petit. C'est peut-être une chance que Dieu te donne. C'est dangereux de penser comme ça. Le lendemain matin, Luana appela Vénitius. J'accepte votre offre. Parfait. Vous pouvez commencer aujourd'hui à 3 heures. Quand Luana arriva, Aitor la vit et s'écria « Maman !» Il courut vers elle et elle le prit dans ses bras. « Salut mon grand, comment ça va? Je suis si heureux. Tu vas rester avec moi? Oui, ton père m'a engagé pour jouer avec toi. » Pendant 2 heures, Luana joua à des jeux simples avec Aitor. Ils dessinèrent, elle lui raconta des histoires.
Le garçon rayonnait de bonheur. « Papa, est-ce que maman Luana va vivre avec nous ?» demanda-t-il le soir. Vénitius fut embarrassé. « Non, mon fils, elle a sa propre maison. »« Mais je veux qu'elle reste pour toujours. » Luana intervint doucement. « Heitor, je viendrai ici 3 fois par semaine pour jouer avec toi. D'accord ? » ?»« D'accord, mais j'aimerais que ce soit tous les jours. » Cette nuit-là, Heitor ne cessa de parler de Luana. « Papa, elle sait faire des avions en papier et elle a chanté la chanson que tu me chantais quand j'étais petit. » Vénitius fut surpris. Quelle chanson ? Le petit taureau au museau noir ? Comment pouvait-elle la connaître ? Avait-elle fait des recherches sur notre famille ? Les doutes d'Yolanda commençaient à prendre sens. Le lendemain, Yolanda, incapable d'accepter que Vénitius ait engagé Luana, appela un détective privé. « Sergio Mesquita, j'ai besoin d'un travail urgent. »« Bien sûr, Señora Abreu. De quoi s'agit-il ?»« Enquêter sur une personne. Luana Fernandez, elle travaille comme femme de ménage dans l'immeuble central. » « Quel genre d'enquête ? Complète, passé, famille, relations, finances, tout. Cela prendra environ 3 jours. Je paierai le double si vous le faites en 2. N'ayez aucun doute. » Pendant ce temps, Vénitius était assis dans son bureau, réfléchissant aux coïncidences. Comment Luana connaissait-elle la berceuse qu'il chantait à Heitor ? Comment avait-elle prédit que le garçon aurait une nouvelle maman ? Il décida de la tester lors de leur prochaine rencontre. « Luana, comment connaissez-vous la chanson que vous avez chantée à Heitor ? Cela monte à la harta. Le petit taureau au museau noir. Je la lui chantais quand il était bébé. »« Ah, c'est une chanson populaire, » répondit-elle simplement. « Tous les enfants l'aiment. » L'explication semblait logique, mais Vénitius continuait de douter. « Et qu'en est-il de ce que vous avez dit à propos d'une nouvelle maman ?» Luana parut déconcertée. « Quand ai-je dit ça ? » ?»« Il y a 1 semaine. Heitor l'a raconté à ma belle-mère. »« Monsieur Drummond, je n'ai jamais dit une chose pareille. Un enfant de 4 ans n'invente pas de tels détails. J'ai peut-être dit que Dieu envoie des anges, et il l'a compris à sa manière. Des anges ou une nouvelle maman ? Des anges. Je parle toujours d'anges. » Vénitius ne savait plus quoi penser. Luana semblait sincère, mais il y avait trop de coïncidences. 2 jours plus tard, Sergio appela Yolanda. « Señora Abreu, j'ai terminé l'enquête. Qu'avez-vous découvert ? Rien de suspect. Elle est exactement ce qu'elle semble être. Une femme simple, femme de ménage depuis 5 ans, a perdu un enfant il y a 3 ans, vit seule. » « Comment ça, rien ? Il doit bien y avoir quelque chose. J'ai vérifié tous les dossiers. Aucun problème avec la police, pas de dette, pas de mauvaises habitudes. » Et Yolanda n'abandonna pas. « Alors inventez quelque chose, vous m'entendez ? J'ai besoin de quelque chose pour démasquer cette femme. Je ne peux pas fabriquer de preuves. Je vous donnerai 15 000 de plus. » Sergio hésitou. C'était beaucoup d'argent. « Que voulez-vous exactement ? Un scandale dans son passé ? Un ex-mari violent ? Un enfant abandonné ? Un vol ? N'importe quoi. C'est illégal. Mais c'est bien payé. Je vais voir ce que je peux faire. Parfait. Mais j'en ai besoin de toute urgence. Elle s'infiltre dans ma famille. » Pendant ce temps, Luana jouait avec Heitor, ignorant que sa vie était sous enquête. « Maman Luana, seras-tu ma maman pour toujours ?» demanda le garçon. « Je t'aimerai toujours très fort, Heitor. »« Mais vivras-tu avec nous ?» Il regarda Vénitius qui les observait de loin. « Papa, laisse-la vivre avec nous. » Vénitius s'approcha. « Mon fils, Luana a sa propre vie. Mais je veux qu'elle reste. » Luana sentit la tension dans l'air. Quelque chose avait changé dans le comportement de Vénitius. Il était devenu plus distant, plus observateur. À la fin de la semaine, Sergio appela Yolanda. « Señora Abreu, j'ai du nouveau. J'ai réussi à obtenir des documents selon lesquels Luana a abandonné un enfant de 2 ans dans l'état de Minas Gerais. Parfait, quoi d'autre ? Une photo d'elle avec un homme marié. On dirait qu'elle a eu une liaison et a brisé un mariage. Excellent. Avec ça, j'en aurai fini avec elle. Quand me les livrez-vous ? Aujourd'hui même. Je vais montrer à Vénitius qui elle est vraiment. » Elle raccrocha avec un sourire satisfait. Elle avait enfin une arme pour détruire Luana. 1 semaine plus tard, malgré ses doutes, Vénitius prit une décision. Heitor était plus heureux que jamais depuis que Luana était entrée dans sa vie. « Luana, j'ai besoin de vous parler, dit-il. Que diriez-vous de déménager dans l'appartement d'amis du penthouse ?» Luana resta bouche bée de surprise. « Comment ? Ce serait plus pratique. Heitor sera plus calme en sachant que vous êtes à proximité. Monsieur Drummond, ce serait inapproprié. L'appartement est séparé, mais... Mais que penseront les gens ? Que j'ai engagé une nounou dévouée pour mon fils. » Luana hésito. C'était une opportunité incroyable, mais aussi dangereuse. « Puis-je y réfléchir ? » « Bien sûr,
Mais ce serait très bon pour Aitor. Le lendemain matin, Luana accepta. Excellent, vous pouvez emménager samedi. Aitor était ravi. Hourra, maintenant tu vas vivre près de nous, nous serons une famille. Le samedi, Vénitius aida Luana à déménager. Elle n'avait pas beaucoup d'affaires, des vêtements simples, quelques livres et une photo du bébé qu'elle avait perdu. « Qui est-ce » demanda Aitor en voyant la photo. « C'est mon fils qui est devenu un ange » répondit Luana. Aitor la serra dans ses bras. « Maintenant, je suis ton fils sur terre. » Le premier matin, Luana prépara le petit déjeuner pour tout le monde. Quand Aitor descendit, il s'écria « Maman Luana a fait le café. Maintenant, nous sommes une vraie famille. » Vénitius entra dans la cuisine et vit une table soigneusement mise. Pendant le petit déjeuner, Aitor ne s'arrêtait pas de parler. « Papa, maintenant, maman Luana vit avec nous. Je peux l'appeler maman devant tout le monde ?» Avant que Vénitius ait pu répondre, on sonna à la porte. C'était Yolanda. « Bonjour » dit-elle en entrant sans y être invitée. Elle se figea en voyant Luana à la même table que sa famille. Qu'est-ce que c'est que cette familiarité ? Yolanda, Luana vit maintenant dans l'appartement d'amis. Grand-mère, c'est ma nouvelle maman, intervint Aitor. Quelle bêtise, mon garçon. Vénitius fut gêné. Aitor va te brosser les dents. Quand le garçon partit, Yolanda explosa. Vénitius, tu es devenu fou. Elle vit dans ta maison. Dans l'appartement d'amis. Quelle différence. Elle est au sein de la famille. Luana se leva, embarrassée. Excusez-moi, je vais préparer les affaires d'Aitor. Quand elle sortit, Yolanda continua. Tu ne vois pas ce qu'elle fait? Elle s'installe confortablement, crée une illusion de proximité. Le café en famille, elle vit ici, mon petit-fils l'appelle maman. Yolanda, tu exagères. Ta femme est à peine morte, et tu as déjà une autre femme dans la maison. Mariana est morte il y a 2 ans. Leur dispute fut interrompue par le retour d'Aitor. Grand-mère, pourquoi cries-tu? Et pourquoi es-tu en colère quand je parle de maman Luana? Elle s'agenouilla. Mon chéri, tu avais déjà une maman. Maman Mariana. Je sais, elle est au ciel, mais maintenant j'ai aussi une maman ici. On ne peut pas avoir 2 mamans. Pourquoi? Dieu a envoyé maman Luana pour prendre soin de moi. Le garçon se mit à pleurer. Luana accourut. Que se passe-t-il, mon chéri? Grand-mère a dit que tu n'es pas ma maman. Luana regarda Yolanda, puis Vénitius. Aitor, je suis ton ami spécial. Ça ne changera jamais. Mais tu es ma maman. Oui, je suis la maman de ton cœur. Yolanda n'en pouvait plus. Assez, je ne laisserai pas cette farce continuer. Señora Yolanda, tenta d'intervenir Luana. Tu ne me tromperas pas, je sais exactement ce que tu manigances. Arrête, hurla Vénitius. Non, cette femme manipule mon petit-fils. Tu es méchante, grand-mère, cria Aitor. Tu n'aimes pas ma maman. Il serra Luana dans ses bras en pleurant. Yolanda sortit de la maison en furie. Dans la voiture, elle appela Sergio. Les preuves sont prêtes? Oui, señora, j'ai tout ce que vous avez demandé. Excellent. Demain matin, je montrerai à Vénitius qui elle est vraiment. Les documents ont l'air très convaincants. Parfait. Il est temps d'en finir avec cette farce. Yolanda raccrocha avec un sourire cruel. Elle avait enfin ce qu'il fallait pour détruire Luana. Le lendemain matin, le téléphone de Vénitius sonna avant 7 heures. C'était Yolanda. Sa voix était étonnamment calme et calculatrice. « Vénitius, j'ai besoin de te parler. À propos de Luana. » « Yolanda, ne recommençons pas. Ce n'est pas une dispute, c'est une inquiétude. J'ai appris quelque chose que tu dois savoir. Je ne peux pas en parler au téléphone. J'arrive dans 1 heure. » Quand Yolanda arriva, elle tenait un dossier noir à la main. « Où est Aitor ? » « Il joue avec Luana dans son appartement ? » « Bien. Nous pouvons donc parler tranquillement. » Elle ouvrit le dossier. « Vénitius, connais-tu vraiment cette femme ? Son passé ? Je sais qu'elle a perdu un enfant et qu'elle travaille comme femme de ménage. C'est tout ? » Elle posa sur la table une photo de Luana dans les bras d'un inconnu. « C'est Ricardo Almeida. Il était marié quand il a eu une liaison avec Luana. » Vénitius prit la photo. « D'où tiens-tu ça ? J'ai engagé un enquêteur. Quelqu'un doit s'occuper de la famille. » Elle posa un autre document sur la table, un acte de naissance. Luana a un fils de 6 ans dans l'état de Minas Gerais. Elle l'a abandonné pour venir à São Paulo. Vénitius sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'est pas possible. C'est la vérité, elle a menti depuis le début. Mais elle a dit qu'elle avait perdu un enfant. Un mensonge. L'enfant est vivant et elle l'a abandonné. Pourquoi ferait-elle ça ? Parce que c'est une opportuniste. Elle a vu que tu étais veuf, riche, avec un enfant qui a besoin d'une figure maternelle. Elle a tout manigancé. Elle n'a pas manigancé l'accident.
Tout était calculé avec précision. Elle travaille dans ton immeuble depuis 2 ans, parle avec Aitor pendant des mois, prédit qu'il aura une nouvelle maman et apparaît au bon moment. Tout est planifié. Vénitius regardait les documents désemparés. « Que veux-tu que je fasse ?»« Parle-lui, interroge-la sur le fils qu'elle a abandonné. Regarde sa réaction. » À ce moment, Aitor entre en courant. « Papa, maman Luana m'a appris un nouveau jeu. » Luana le suivit avec un sourire. « Bonjour, Seigneur Drummond, donna Yolanda. » Yolanda sourit froidement. « Bonjour, ma chère. » Vénitius regarda Luana avec des yeux différents. Tout cela n'était-il qu'un mensonge ? Le soir, il décida de lui parler. « Luana, puis-je te poser quelques questions sur ton passé ?» Elle se tendit. « Tu m'as dit que tu avais eu un enfant qui est mort. Est-ce vrai ? » ?»« Oui. J'ai perdu mon fils à 6 mois de grossesse. »« Et tu n'as jamais eu d'autres enfants ? » ?»« Non, pourquoi demandes-tu ça ? Et tu n'as jamais été mariée ? J'ai été fiancé une fois, mais ça n'a pas marché. » Vénitius observait chacune de ses réactions. Luana semblait sincère. « Pourquoi les fiançailles ont-elles été rompues ? J'ai découvert qu'il était marié. Il m'a menti pendant 2 ans. Quand je l'ai découvert, j'ai tout arrêté immédiatement. »« Comment l'as-tu découvert ? » ?»« Sa femme enceinte s'est présentée à ma porte. C'était horrible. La version de Luana différait de celle de l'enquête. Selon Yolanda, Luana avait brisé un mariage. Maintenant, elle disait qu'elle avait été trompée. « Luana, quelqu'un a dit quelque chose sur moi ?» demanda-t-elle, remarquant son regard. « Ta belle-mère a dit quelque chose, n'est-ce pas ? Elle s'inquiète juste pour Aitor. Et toi, tu t'inquiètes pour moi ? Je dois protéger mon fils. Je comprends. Mais je ne comprends pas pourquoi je suis soudainement devenu une menace. Ta belle-mère a-t-elle enquêté sur ma vie ? » Vénitius ne put le nier. Elle a enquêté, et qu'a-t-elle découvert ? Quelques incohérences. Sur le fait que tu aurais d'autres enfants, des relations. Luana pâlit. Elle a inventé des mensonges sur moi. Comment sais-tu que ce sont des mensonges ? Parce que je connais ma propre vie. Quel mensonge exactement a-t-elle raconté ? Elle a dit que tu as un fils à Minas Gerais, que tu as abandonné. Luana se figea. C'est le mensonge le plus monstrueux que j'ai jamais entendu. Et quant à la liaison avec un homme marié, je l'ai déjà expliqué, il m'a trompé. Donc l'information est fausse ? Absolument fausse. Comment a-t-elle pu inventer une chose pareille ? Vénitius regarda l'indignation de Luana. Elle semblait sincère. Mais qui mentait ? Sa belle-mère ou la femme qui lui plaisait ? Le lendemain matin, Vénitius décida de découvrir la vérité par lui-même. Il annule toutes ses réunions. D'abord, il se rendit au bureau de l'état civil. « Bonjour. Je dois vérifier l'authenticité de cet acte de naissance. » Quelques minutes plus tard, l'employé revint en fronçant les sourcils. « Monsieur, il y a des incohérences dans ce document. Le numéro d'enregistrement ne correspond pas à notre base de données et le sceau semble être un faux. » Vénitius ressentit à la fois du soulagement et de la colère. Yolanda avait fabriqué des preuves. Ensuite, il se rendit dans un laboratoire photo. « Docteur, je dois savoir si ces photos ont été modifiées. » 2 heures et plus tard, le technicien rendit son verdict. « C'est un montage numérique. » Pendant qu'il attendait, il appela un ami journaliste. « Carlos, connais-tu un détective privé du nom de Sergio Mesquita ?»« Sergio Mesquita ? Ce type est laissé connu pour son sale boulot. Il a déjà été pris plusieurs fois en train de falsifier des preuves. » À la fin de la journée, Vénitius avait toutes les réponses. Les photos étaient un montage, les documents étaient des faux, et le détective était un escroc. Il rentra chez lui en furie. Luana était innocente et Yolanda avait menti effrontément. Cette nuit-là, il monta à l'appartement de Luana. « Je dois m'excuser auprès de toi. Pour avoir douté, ma belle-mère a falsifié les preuves. Luana était sous le choc. »« Falsifié ? » ?»« Oui, faux documents, photos montées. Tout est inventé. »« Mais pourquoi ? » ?»« Parce qu'elle ne peut pas accepter que je puisse m'intéresser à toi. »« M'intéresser à moi ?» Vénitius réalisa qu'il en avait dit plus qu'il n'en avait l'intention. « Oui, Luana, tu m'intéresses beaucoup. » Elle rougit. « Vénitius, nous venons de mondes différents. »« Je sais, mais je ne peux pas nier ce que je ressens. Tu as apporté de la lumière dans nos vies, la mienne et celle d'Aitor. Je ressens aussi quelque chose, murmura-t-elle. Vous avez comblé un vide dans mon cœur. » À ce moment, l'interphone sonna. « Seigneur Drummond, donna Yolanda Estala. Elle dit que c'est urgent. »« Faites-la monter, dit Vénitius. Cette fois, j'ai les cartes en main. » Mais quand la porte s'ouvrit, Yolanda n'était pas seule. Elle était accompagnée d'un avocat spécialisé en droit de la famille et d'un psychologue pour enfants. « Seigneur Drummond, commença l'avocat. Nous avons été engagés pour évaluer l'environnement familial et déterminer si la présence de cette femme, il désigna Luana,
est appropriée pour le développement de l'enfant. Vénitius entra dans une rage folle. « Yolanda, tu as perdu la tête. »« Je m'inquiète pour mon petit-fils, » rétorqua-t-elle. « Docteur, intervint Vénitius, avant que vous n'évaluiez quoi que ce soit, sachez que celle qui vous a engagé a fabriqué des preuves contre Louana. » Il leur montra le rapport de l'état civil et du laboratoire photo. L'avocat et le psychologue se regardèrent, embarrassés. « Cette votre... »« Señora Yolanda, étiez-vous au courant de cela ?» demanda l'avocat. « Ce sont des mensonges !» cria-t-elle. À ce moment, un Aitor endormi apparut en haut des escaliers. « Papa, pourquoi tout le monde crie ?» Louana courut vers lui. « Maman Louana, tu vas encore partir ?»« Non, mon petit, je ne partirai pas. Je te le promets. » La psychologue, observant la scène, murmura à l'avocat « Nous ne voyons pas la nécessité de continuer. L'enfant montre un attachement sain. » Une fois les spécialistes partis, Vénitius se tourna vers Yolanda. « Montesolé, maintenant, tu as dépassé toutes les bornes. Tu as essayé de détruire une personne innocente, tu as menti, falsifié des documents, fait peur à mon fils. Assez. Je voulais seulement protéger. Tu voulais contrôler. Tu ne contrôleras plus rien dans ma vie. Si tu acceptes Louana, tu pourras voir Aitor. Si tu continues comme ça, tu le perdras pour toujours. » Yolanda se fit discrète. 2 semaines plus tard, elle appela avec une proposition inattendue. « Vénitius, laisse-moi organiser une fête d'anniversaire pour Aitor, en signe de réconciliation. Je veux montrer que j'accepte la situation. » Malgré les doutes de Louana, ils acceptèrent pour le bien d'Aitor. La fête eut lieu chez Yolanda. Pendant les vœux, elle demanda l'attention de tous. « Je veux vous présenter officiellement Louana, qui est devenue une personne spéciale pour mon petit-fils, et en signe de gratitude, je veux lui faire un cadeau spécial. » Yolanda sortit une petite boîte. « Ce collier appartenait à ma fille, Mariana. Je veux que tu l'acceptes comme un symbole de notre union familiale. » Tout le monde fut ému. Yolanda passe elle-même le magnifique collier de petits diamants autour du cou de Louana. 2 heures plus tard, au moment du gâteau, elle fit une nouvelle annonce. « Mes amis, une chose terrible est arrivée. Un collier de diamants a disparu de ma chambre. »« Quel collier, grand-mère » demanda Aitor. « Le collier de mon arrière-grand-mère, Elena. Un héritage de famille. » Les recherches commencèrent, mais en vain. Soudain, Yolanda s'arrêta et regarda Louana. « Louana, pourrais-tu me montrer ton sac, juste pour écarter toutes les possibilités ?» Choquée, Louana accepta. Elle ouvrit son sac, commença à en sortir ses affaires. Portefeuille, téléphone, clé, et c'est alors que le collier disparu apparut. Un silence de mort s'installa. « Ce n'est pas possible, murmura Louana. « Mon collier !» cria Yolanda. « C'est une voleuse. Je ne l'ai pas pris. Quelqu'un l'a mis dans mon sac. » Mais personne n'écoutait. « Maman Louana ne vole rien !» pleurait Aitor. Vénitius était déchiré entre le désir de protéger Louana et les preuves irréfutables que 30 personnes avaient bu. Le piège d'Yolanda était parfait. Les invités partirent. « Tu crois que j'aurais pu voler ?» demanda Louana en regardant Vénitius. « Je ne sais pas quoi penser. » « Regarde-moi dans les yeux et dis-moi si tu me crois capable d'une telle chose. » Il la regarda et ne vit que de la douleur et de l'innocence, mais la preuve était là. « Quelqu'un a mis ça dans mon sac, dit-elle. Qui aurait pu faire ça ?» Tous deux regardèrent Yolanda. « Vous pensez que c'est moi qui ai manigancé ça ?» s'indigna-t-elle. « Que j'ai mis mon propre collier dans son sac ? Et pourquoi pas ? Répondit Louana. « Vous avez déjà falsifié des documents. »« J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit Vénitius. »« Du temps pour réfléchir à quoi ? Demanda Louana avec un calme glacial. « Si tu ne me défends pas maintenant, notre histoire s'arrête là. »« Ne le menace pas, intervint Yolanda. Je ne menace pas, je dis que je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne me fait pas confiance. »« Arrêtez de vous disputer, cria Aitor en pleurant. Louana s'agenouilla devant lui. « On ne se dispute pas, mon amour. Mais je vais devoir partir. »« Non, ne pars pas. Je le dois. Je ne peux pas rester là où on ne me croit pas. » Elle lui embrassa le front. « N'oublie jamais que je t'aime très, très fort. » Elle confia Aitor en larmes à son père et se dirigea vers la porte. « Louana, attends, commença Vénitius. Pourquoi ? Pour que tu décides si je suis une voleuse ou non. Tu sais ce qui fait le plus mal, c'est qu'au fond de toi, tu as toujours douté de moi. » Elle sortit, laissant derrière elle un enfant en sanglots et un homme anéanti. Yolanda pensait avoir gagné. Elle ne savait pas qu'elle venait de signer sa propre condamnation. Aitor était inconsolable. Il ne cessait de pleurer, refusait de manger et de jouer. « Je veux ma maman, Louana. Ramenez-la. » Le lendemain matin, il se réveilla avec de la fièvre. Au cours de la semaine, la situation ne fit qu'empirer. Il cessa d'aller à l'école, perdit 2 kilos. « C'est une réaction émotionnelle grave, dit le pédiatre.
L'enfant est en deuil. Il a besoin d'une aide psychologique d'urgence. Le 6e jour, Aitor perdit connaissance à l'école. Il fut immédiatement transporté à l'hôpital. « Un papa, murmura-t-il sur la civière, où est-ce que maman Luana ?»« Votre fils souffre de déshydratation et d'épuisement émotionnel, dit le médecin à Vénitius. Il doit être hospitalisé. Et il faut d'urgence éliminer la cause de ce traumatisme. » Ce soir-là, Vénitius appela Yolanda. En voyant son petit-fils pâle et maigre, sous perfusion, elle fut horrifiée. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a ? Il se meurt de chagrin pour Luana. » Le médecin fut direct. « L'enfant souffre d'une dépression infantile sévère. Si vous n'éliminez pas rapidement la cause du traumatisme, les conséquences pourraient être irréversibles. » « Quelles conséquences ? Demanda Yolanda, effrayée. Troubles de l'alimentation, problèmes de développement, troubles anxieux. Docteur, demanda-t-elle d'une voix tremblante, si la personne qu'il veut voir revient, ira-t-il mieux ? Probablement, oui. La seule chose dangereuse pour cet enfant en ce moment est de continuer à vivre sans la personne qu'il considère comme sa mère. Yolanda sortit de la chambre. Elle se regarda dans un miroir et fut horrifiée par ce qu'elle vit. Une femme égoïste qui avait fait passer sa fierté avant le bien-être de son petit-fils. Elle retourna dans la chambre. « Vénitius, je dois te dire quelque chose. À propos du collier, c'est moi qui l'ai mis dans le sac de Luana. » Vénitius se figea. « Qu'as-tu fait ? J'ai mis le collier dans son sac pendant la fête. J'étais désespéré. Je ne voulais pas perdre mon petit-fils à cause d'une inconnue. Tu avais peur d'être remplacée, de ne plus être importante dans sa vie. Oui, tu as détruit une personne innocente. Mon fils se meurt de chagrin à cause de toi. Comment puis-je réparer ça ? Tu dois essayer. Pour Aitor, je vais trouver Luana, mais tu viendras avec moi, et tu lui diras tout en personne. J'irai. Je ferai n'importe quoi pour sauver mon petit-fils. » Ils retrouvèrent maman Luana grâce à son amie Talita. Elle travaillait de nuit comme femme de ménage dans un hôpital municipal. Elle avait maigri, des cernes sombres marquaient ses yeux. « Que voulez-vous » demanda-t-elle en les voyant. « Luana, c'est à propos d'Aitor. Il est hospitalisé. » Elle pâlit. « Pourquoi ? » « Parce qu'il se meurt de chagrin pour toi. Il a arrêté de manger, de dormir, de jouer. Ce n'est pas possible. »« Si, dit Yolanda en s'approchant. Et c'est de ma faute. J'ai mis le collier dans ton sac. » Un silence s'installa. « Pourquoi ? Pourquoi m'avez-vous fait ça ? Parce que je suis une vieille femme égoïste qui ne voulait partager son petit-fils avec personne. Vous avez détruit ma vie. Je sais, et je le regrette plus que tu ne peux pas l'imaginer. Pardonne-moi, dit Vénitius. J'aurais dû te faire confiance. Vous pensez que des excuses vont tout arranger ? Non, mais Aitor a besoin de toi. Aitor a besoin de moi. Et quand j'ai eu besoin de vous, où étiez-vous ? Nous avons commis une terrible erreur. S'il te plaît, donne-nous une chance de tout réparer. » Elle était déchirée entre le ressentiment et l'amour pour Aitor. « Comment va-t-il ? » ?»« Très mal. »« Je peux le voir. Mais je ne promets rien de plus. » À l'hôpital, Luana fut choquée par l'apparence d'Aitor. Il dormait, mais même dans son sommeil, il semblait agité. « Maman, murmura-t-il. Je suis là, mon amour. » Ses yeux s'ouvrirent lentement. Un faible sourire effleura ses lèvres. « Maman, Luana, tu es revenue ? Salut, mon petit. Tu ne disparaîtras plus, n'est-ce pas ? Je ne te laisserai plus jamais seul, je te le promets. » Aitor sourit et, pour la première fois en une semaine, demanda à manger. « J'ai faim. » L'infirmière était stupéfaite. « Mon Dieu, quel changement ! C'est parce que ma maman est revenue, » dit fièrement Aitor. En 2 jours, le garçon était complètement transformé. Il jouait, mangeait et souriait. Il sortit de l'hôpital, Luana accepta de retourner au Penthouse, mais à des conditions strictes. « Je vivrai dans l'appartement d'amis, mais notre relation sera exclusivement professionnelle, et je ne veux pas voir ta belle-mère ici. » Mais le 2e jour, Yolanda apparut dans le jardin où Luana jouait avec Aitor. « Grand-mère » cria le garçon en courant vers elle. Quand elles furent seules, Yolanda s'approcha de Luana. « Je sais que tu me détestes. La haine est un mot fort. Je ne vous fais tout simplement plus confiance. Et tu as raison, j'ai commis des actes terribles. Quand ma fille en constant est morte, je me suis promis de protéger Aitor de tout. Et dans ma tête, tu es devenue une menace. Tu es apparue de nulle part et as conquis son cœur comme je n'ai jamais pu le faire. J'étais jalouse et j'avais peur que tu partes et qu'il souffre à nouveau ou que tu restes et que je perde mon importance. Et j'ai préféré te détruire. Ce fut la décision la plus égoïste et la plus lâche de ma vie. Je te demande pardon du fond du cœur pour tout ce que j'ai fait. » Et Luana resta longtemps silencieuse. « Donna Yolanda, votre pardon n'efface pas ce que j'ai vécu. Je sais. Alors pourquoi pensez-vous que je devrais pardonner ? Je ne pense pas que tu le doives.
Mais en voyant Aitor à l'hôpital, j'ai compris une chose importante. L'amour n'est pas la possession. L'amour, c'est vouloir le bien de quelqu'un, même si cela signifie le partager avec d'autres. Aitor revint avec un jus de fruits. « Maman Luana, vous vous disputez avec grand-mère ?»« Non, mon chéri, nous discutons. » Yolanda regarda son petit-fils, puis Luana. « Luana, permets-moi de faire partie de la vie d'Aitor. Pas comme ta rivale, mais comme une vraie grand-mère. Je te promets que je n'essaierai plus jamais de vous séparer. » Luana regarda Aitor qui les observait avec espoir. « Grand-mère, tu ne seras plus méchante avec maman Luana ?»« Jamais, mon petit-fils, je te le promets. »« Et vous serez amis ?» Luana soupira. « Aitor, ta grand-mère et moi allons essayer de nous entendre. Pour toi. » Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, tout le monde dîna ensemble. C'était un début fragile, mais un début tout de même. Les mois passèrent. La vie dans le penthouse revenait peu à peu à la normale. Luana et Vénitius, pas à pas, reconstruisaient leur relation. Un soir, Vénitius l'invita à dîner. Juste un dîner et une conversation. Juste nous deux. Ils allèrent dans un restaurant simple. « Luana, je t'aime, dit-il. Je sais que j'ai tout gâché, que je ne t'ai pas fait confiance quand j'aurais dû. Mais je veux te prouver que je mérite une seconde chance. Vénitius, ce qui m'a le plus blessé, ce n'est pas que tu aies douté de moi, mais que tu ne m'aies pas défendu. Je sais, et je te jure que si cela se reproduisait, je te défendrai sans hésiter une seconde. Je t'aime toujours, avoua-t-elle, mais il faudra beaucoup de temps pour rétablir la confiance. J'ai toute la patience du monde. » 6 mois plus tard, alors que la vie semblait s'être arrangée, Yolanda tenta à nouveau de semer le doute. En parlant avec Aitor dans le jardin, elle laissa entendre que Luana pourrait trouver un autre homme, fonder sa propre famille et partir. Effrayé, le garçon en parla à Luana. « Aitor, regarde-moi dans les yeux, je ne t'abandonnerai jamais. Jamais. Tu seras toujours mon fils. » Luana parla à Yolanda. « Vous aviez promis. Je n'ai pas menti, je le préparais simplement à cette éventualité. » Aitor entendit leur dispute. « Grand-mère, tu m'as menti. Tu as dit que tu avais changé. Je ne veux plus te parler. » Il courut vers Luana. Yolanda regarda son petit-fils s'éloigner d'elle et comprit qu'elle avait perdu sa confiance pour toujours. 6 autres mois passèrent. La relation s'était finalement stabilisée. « Papa, je veux t'aider à demander maman Luana en mariage, » dit un jour Aitor. « Quoi ? Eh bien, vous vous aimez. Je vous aime tous les deux. Alors il est temps de vous marier. » Vénitius sourit. Peut-être que le garçon avait raison. Ils planifièrent tout ensemble. Le week-end, Vénitius proposa d'organiser un pique-nique dans le parc même où ils avaient parlé pour la première fois, après l'accident. « Maman Luana, dit Aitor en s'approchant d'elle, les mains derrière le dos. Aimes-tu faire partie de notre famille ? J'adore, vous êtes son tout pour moi. Et veux-tu faire partie de notre famille pour toujours ? Bien sûr que je le veux. Aitor sourit et lui tendit une petite boîte en velours. Alors, veux-tu nous épouser ? Vénitius s'agenouilla à côté de son fils. « Je sais que j'ai commis une grave erreur, dit-il, mais je t'aime plus que tout au monde, et je veux passer le reste de ma vie à te prouver que tu peux me faire confiance. » Dans la boîte se trouvait une bague simple mais élégante avec un seul diamant. « J'accepte, » murmura Luana à travers ses larmes. « Hourra !» cria Aitor. « Maintenant, nous sommes une vraie famille. » Le mariage fut modeste et eut lieu dans le jardin du penthouse. Aitor, dans un petit costume, était le garçon d'honneur et portait les alliances. « Luana, dit Vénitius dans ses vœux, en sauvant mon fils, tu as sauvé toute notre famille. Je promets de t'aimer, de te respecter et de te protéger toujours. » Vénitius répondit-elle. « Toi et Aitor m'avez donné une famille, alors que je pensais ne plus jamais en avoir. Je promets de prendre soin de vous, de tout mon cœur. » Et je veux dire, intervint Aitor, que j'ai maintenant la meilleure famille du monde, et que maman Luana ne disparaîtra plus jamais parce que maintenant elle est officielle. Tout le monde se mit à rire. Yolanda ne fut pas invitée au mariage. Elle l'apprit par une voisine. Vénitius ne répondait pas à ses appels. Ses proches l'évitaient. Elle se retrouva complètement isolée. En désespoir de cause, elle écrivit une lettre de remords, mais on refusa de la prendre. Elle avait perdu sa famille à cause de sa propre méchanceté. Des années plus tard, observant de loin un Aitor heureux dans le parc, elle comprit que certaines erreurs dans la vie sont irréversibles. 1 an après le mariage, Vénitius et Luana créèrent une fondation sociale, Espoir familial, pour aider les familles s'y formées non par le sang, mais par l'amour. Ils ouvrirent des jardins d'enfants, organisèrent des cours pour les femmes, offrirent un soutien psychologique. Aitor devint le jeune ambassadeur de la fondation, racontant fièrement à tous l'histoire de la rencontre de ses parents. 2 ans et demi plus tard, Luana tomba enceinte.
Ils eurent une fille qu'ils appelèrent Esperanza, espoir. Heitor, qui avait déjà 7 ans, était ravi. Sa famille était complète. 5 autres années passèrent. La famille Thieude-Romond devint célèbre dans la ville pour son histoire et ses activités caritatives. Chaque année, à l'anniversaire de l'accident, ils se rendaient à cet endroit précis. « Raconte-moi encore comment vous vous êtes rencontrés » demandait Esperanza, âgée de 5 ans. Et Luana racontait l'histoire d'un garçon triste, de sa maman devenue une étoile et d'une femme courageuse qui avait sauté sous une voiture pour le sauver. « As-tu encore la cicatrice sur ton genou » demandait la petite fille. « Oui, c'est la plus belle cicatrice du monde, disait-elle, parce qu'elle vient de l'amour. » La famille s'embrassa. De l'autre côté de la rue, une femme aux cheveux gris les observait de loin. C'était Yolanda. Elle venait ici chaque année. Aujourd'hui, pour la première fois, elle sourit. Les voir heureux suffisait. Elle s'éloigna en silence, sachant que l'amour avait triomphé, et que parfois aimer vraiment, c'est savoir s'effacer. Avez-vous aimé cette histoire ? Pensez-vous qu'Yolanda a eu ce qu'elle méritait, et Luana a-t-elle eu raison de pardonner à Vénitius ? Dites-le nous dans les commentaires. À la prochaine histoire.